Bonjour ou bonsoir, PSE. Alors, nous voici de retour avec l'émission Ésotérisme expérimental. Je sais, la semaine dernière, j'ai reçu du courrier. D'abord, je dois vous souligner que ça me fait vraiment bien plaisir de recevoir beaucoup de courriers. On est rendu à recevoir environ 40 lettres par jour pour une émission communautaire sur le câble. C'est impressionnant comme réponse du public, ce qui laisse entendre évidemment que vous êtes très nombreux maintenant à suivre l'émission. Peut-être 200 000 personnes. Bien, que ce soit mal, que ce soit vrai ou que ce soit faux, vous allez en entendre parler. Un homme averti en vaut deux. Le passé se tient garant de l'avenir. Et je pense que l'époque du Moyen Âge, de l'obscurantisme, est terminée. Si on utilise maintenant les médias électroniques, où je rentre chez vous, dans votre salon, je me sens très à l'aise chez vous, tout en étant ici, c'est parce que, justement, je sens que ceux qui écoutent l'émission font par eux-mêmes la part des choses. On n'est pas ici pour vous dire achetez tel produit parce que c'est le meilleur, le seul qu'il vous faut pour votre bonheur. C'est pas vrai. Le seul produit qu'il vous faut pour votre bonheur, c'est vous-même qui allez le trouver. On vous donne des informations, prenez-les, faites-en ce que vous voulez. Pour le reste, c'est votre problème. Aujourd'hui, justement, je vais vous présenter un cas que je vais essayer d'aborder et de vous présenter avec le plus de franchise, le plus d'honnêteté possible, mais en gardant toujours la distance avec, c'est à vous de décider si ce cas-là mérite de le garder dans ce qu'on pourrait dire la vérité. Eh bien, j'ai parlé d'un cas de contacter. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire « Oui, mais est-ce qu'on a des preuves que les extraterrestres rencontrent des êtres humains, mais des preuves plus que des traces sur le sol, plus que des gens qui disent avoir des contacts psychiques. » On a quelques cas sur le monde. On a le cas Betty Barney Hill, je vous en ai parlé la semaine dernière. On a eu le cas George Adamski qu'on considère vraiment valable. Malheureusement, George Adamski est décédé. Betty Barney est décédée. Betty Hill nous attend aux États-Unis depuis déjà à peu près 1 an. On a un rendez-vous avec elle, mais elle ne parle qu'anglais. Alors que maintenant, aujourd'hui, en studio, nous avons un cas d'un contacté français qui a lui aussi eu des preuves à apporter, des preuves sur le plan scientifique. C'est un point qu'on ne doit pas laisser tomber, évidemment. Alors, j'ai parlé de M. Jean Miguel. Jean Miguel, bonjour. Bonjour Richard Glenn. Ou peut-être bonsoir. Oui, suivant l'heure à laquelle les téléspectateurs regardent l'émission, bien sûr. Exactement, c'est ça. Alors, je ne sais pas si la présentation que j'ai faite de l'ensemble du phénomène ufologique et des contactés en particulier correspond à votre façon de penser. Oui, je dois ajouter quelque chose là-dessus. Je rejoins absolument votre vision des choses lorsque vous avez dit que le passé se porte garant de l'avenir. C'est rigoureusement exact en ce sens que dans le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France ou ailleurs, nous avons de temps à autre, de temps en temps, nous avons des cas de contactés. Des cas de personnes qui se disent avoir été en contact physique avec les extraterrestres. Parfois c'est vrai, heureusement, d'autres fois c'est faux. Et là où je rejoins justement votre point de vue sur le passé qui se porte garant de l'avenir, c'est que lorsqu'il y a fausseté dans l'information, lorsqu'une affaire a été montée de toutes pièces, et ça existe, hélas, eh bien cette affaire de contact tient 1 semaine, elle tient 1 mois, elle tient peut-être 1 an lorsque les gens sont de véritables menteurs professionnels, lorsqu'ils réussissent à tenir les gens en haleine. Ça tient peut-être 1 an, mais ça ne tient jamais au-delà. Or, en ce qui me concerne, je ne voudrais pas tirer la couverture à moi, dire pour moi c'est vrai, pour les autres c'est faux, ça n'est pas cela. Je ferai simplement remarquer, vous faire remarquer à vous journalistes et également aux téléspectateurs, que le cas Jean Miguel tient tout de même depuis 12 ans. Et dans tous les milieux que j'ai eu l'occasion de côtoyer, milieux scientifiques et autres, eh bien, les gens sont unanimes à comparer le cas Jean Miguel au cas Adamski, car en fait, le cas Jean Miguel tient depuis 12 ans. Si ça avait été une supercherie, il aurait déjà chuté depuis bien longtemps. Il y a peut-être des gens qui pourraient dire comment se fait-il qu'on connaît le cas Adamski ou Betty Barney Hill, mais très peu le cas Jean Miguel. Mais je dirais à cela que le cas George Adamski aussi a pris des années avant d'être reconnu mondialement. Ça fait 12 ans. Le cas de George Adamski remonte à 1950-1949. Alors, figurez-vous, donnons-lui encore quelques années et je pense bien que tout le monde saura exactement qui est Jean Miguel et en quoi consiste ce fameux cas de contacté. Oui, et puis il faut bien dire aussi qu'en France, les Français sont beaucoup moins avertis sur la question des UFO, des ovnis, prennent cela beaucoup moins au sérieux qu'ailleurs peut-être. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que je suis vivant. Et chez nous en France, les gens ont une
certaines valeurs ou une valeur certaine qu'à titre posthume. Lorsqu'ils sont morts, on pense à eux. Ouais. Et comme disait l'autre, on n'est jamais prophète en son propre On n'est pays. jamais prophète dans son pays. C'est ça. Et les Français n'ont pas le même sens de glamorous que les Américains. Adamski vivait aux États-Unis, Betty Barnhill vivait aux États-Unis. Et quand on vit dans l'état du show-off, du biggest in the world, évidemment, c'est pas pareil. En passant, vous avez Il faut dire aussi que j'ai quand même eu une audience en France. Je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. J'ai obtenu une très grande audience en France. Pendant qu'on parle des contactés, je passe l'occasion de voir quelques titres de livres qui mentionnent des cas de gens qui ont rencontré des extraterrestres. Il y en a plusieurs. Il y a un livre ici qui vient de paraître, quelque temps déjà, écrit par René Paco. Et celui-ci s'intitule évidemment « Ils ont rencontré des extraterrestres ». Alors, ce livre ici fait partie de la collection Connaissance de l'étrange aux éditions Alain Lefebvre. C'est cela, mais je souligne tout de même que René Paco n'a jamais prétendu, lui, avoir vu qui que ce soit. Il raconte simplement, et très honnêtement, les histoires des contactés qu'il a rencontrés lui-même. On voit à l'intérieur les gens qui donnent leur nom, etc., et on voit même leur photographie. Ça rejoint quand même beaucoup de gens, le phénomène extraterrestre. Un autre ici, c'est l'histoire de Pierre Monnet, encore une fois aux éditions Alain Lefebvre. Alors, Pierre Monnet, c'est « Les extraterrestres m'ont dit ». Encore une fois, vous direz, il y en a beaucoup comme ça qui racontent des contacts. Très peu ont des preuves aussi intéressantes que celle du cas de Jean Miguel. Ça, c'était en France, et il y en a un autre ici, qu'on pourrait mentionner avant de terminer, encore chez Alain Lefebvre, les apparitions d'humanoïdes. Alors, 202 rencontres du troisième type, 26 portraits robots d'êtres extraterrestres vus par des témoins. Et ici, au Québec, on a un auteur du Québec, Yorko Bondarchuk, qui a écrit un livre qui s'intitule « OVNI », dans lequel vous allez encore trouver beaucoup de témoignages de cas de contactés, et plus intéressant encore peut-être, c'est ceux du Québec qu'on retrouve dans ce cas-là. Et je ne peux pas passer sous silence un autre livre de cas de contactés ici au Québec. C'est un de mes amis personnels, c'est Jean Fergusson qui l'a écrit, et qui s'intitule « Les humanoïdes, les cerveaux qui dirigent les soucoupes volantes ». Et dans ce livre, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que ça relate les principaux cas de contact ici dans la province de Québec. Celui-ci, bien évidemment, je vous le conseille plus spécialement, puisque pour nous, les gens qui suivent l'émission, c'est des gens de par chez nous. Vous allez retrouver des noms, des rues, des villes du Québec. Pour les gens qui pensent que c'est pas vrai, le phénomène extraterrestre, évidemment qu'on vient de faire tout un grand pas. J'ai en face de moi un type qui a été contacté. Je vais vous raconter en gros et très rapidement à l'aide de quelques diapositives un petit peu l'aventure Jean Miguel au Québec la dernière fois qu'il est venu, mais ça nous permettra par la suite d'aller à l'intérieur même de l'histoire du contact de Jean Miguel. Alors, on regarde quelques-unes de ces diapos où Jean Miguel est venu en quelle année déjà? En 1978. Pour une semaine seulement. Une semaine seulement, au mois de juin 78. Vous étiez invité par le docteur... J'avais été invité à l'époque par le professeur Pajot, Jean-Paul Pajot, de Plessisville. Pour donner une conférence à des étudiants. Pour donner une conférence aux anciens élèves à la polyvalente de Plessisville. C'était bien sûr le départ de toute une aventure, une semaine un peu spéciale que Miguel devait passer ici à travers tous les postes de radio ou de télévision. On le voit ici en réunion un petit peu plus intime, c'était chez moi, ou devant des invités un peu spéciaux, et on reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui. On voit Jean Miguel ici qui parle avec Marc Leduc, qui était le président de UFO Québec à l'époque, et à côté de lui, il y a un physicien qui observe un petit peu là, Alors, c'était une rencontre plus intime, mais on est allé quand même très loin dans cette forme de rencontre-là. Je pense que Jean, tu avais peur un peu qu'on fasse le truc du petit singe savant là, qui vient à la maison devant mon oncle, ma tante et puis la parenté. Mais est-ce que vous avez souvent l'occasion dans vos voyages de rencontrer des groupements de gens qui ont des raisons autres que le côté sensationnel? Mais je veux dire, moi, des spécialistes. Oui, absolument. Heureusement d'ailleurs, car je ne suis pas toujours le petit singe contre un bal d'un côté et de l'autre pour voir la tante, l'oncle et le cousin et la grand-mère. Heureusement pour moi. Je rencontre souvent effectivement des groupements soit privés, soit officiels, avec lesquels je passe souvent des tests scientifiques. Je rencontre également des physiciens, des astrophysiciens, des astronomes, des ingénieurs, etc. Et nous avons souvent des petites réunions très intéressantes. Évidemment, ces réunions se font un peu en circuit fermé, heureusement, car là, on peut débattre de plus grandes choses que l'on ne peut le faire en public. Dans quel domaine?
C'est Euh, intriguant là, ce que vous dites là. c'est intriguant en ce sens que il y a parfois des gens, et même les gens qui sont là pour passer leurs tests sur ma personne, etc., sont des gens beaucoup plus avertis, sont des professionnels de la question, qu'ils soient physiciens, qu'ils soient astrophysiciens, qu'ils soient ingénieurs, etc. C'est sur des données scientifiques bien spécifiques. Et là, c'est très intéressant en ce sens que des choses se font jour et on arrive à trouver beaucoup plus d'explications sur le cas Jean Muguer. Dans l'ensemble, est-ce que les scientifiques semblent acquiescer à votre cas? Dire c'est vrai? Eh bien, je dois dire, et là, on rejoindra mon second ouvrage, je dois dire que j'ai passé tout de même maintenant beaucoup de tests scientifiques, tant en Europe qu'en Amérique, aux États-Unis aussi également. J'ai passé pas mal de tests maintenant, et les tests les plus évidents ont été faits, tels que la radiesthésie électronique, tels que l'hypnose, tels que le détecteur de mensonges, etc. Tout a été fait sur ma personne. Et il y a maintenant, à l'heure actuelle, très peu de scientifiques, à moins qu'ils ne soient complètement bornés, qui ne veuillent pas se rendre à l'évidence du cas Jean Muguer. Il y en a très peu. Vous savez que cette rencontre où on a vu tantôt la diapositive était finalement ce fameux soir une rencontre clé pour vous, puisque c'était la clé pour rentrer aux États-Unis dans le réseau avec Andrea Puaric. Il y avait Exactement. des gens dans le salon qui étaient là pour vous poser une ou deux questions seulement dans leur spécialité. Exactement, je me souviens fort bien, mon cher Richard Glenn, je me souviens fort bien à l'époque combien vous-même, en tant que journaliste et spécialiste de la question ésotérique et phénomène ovni, etc., m'avez épluché sous toutes les coutures pour savoir d'abord, dans un premier temps, si oui ou non, vous pouviez m'adresser au professeur Andrija Puaric. Et je me souviens que j'ai dû répondre à certains critères pour qu'enfin vous décidiez, vous ainsi que vos amis qui étaient venus là pour me tester, à savoir si vous deviez, oui ou non, me transporter chez le professeur Andrija Puaric. Car en fin de compte, votre retour était prévu pour la France plutôt que les États. Exactement. Mon retour était prévu sur la France plutôt que sur les États-Unis. Et c'est un voyage pratiquement un voyage surprise que j'ai fait là, un voyage éclair, car en fait, je m'attendais à rentrer en France. Et avec les tests, entre guillemets, qui m'ont été passés, auxquels j'étais soumis psychologiquement par vous ainsi que par vos amis, vous avez décidé de me faire rencontrer le professeur Puaric. Et je suis très heureux, de toute façon, d'avoir emporté votre sélection. Ah oui. Haut la main d'ailleurs, puisque je pense qu'on avait dans le salon des spécialistes, un, entre autres, vous a demandé, vous a parlé d'une clé en 4 étapes. Oui. On vous a parlé aussi de stigmates. Mhm. Et à tous ces niveaux-là, vous étiez capable de porter les réponses. Eh bien, j'étais capable de porter les réponses à l'époque, j'étais capable de porter des réponses. Des réponses qui étaient celles de Jean Muguer, c'est-à-dire celles de moi-même. Or, il se trouve maintenant que je suis capable d'aller, et je dis je suis capable sans aucune forfanterie, sans vouloir me flatter, me C'est pas de vanter. l'orgueil, là, c'est Ça n'est simplement pas de des faits. l'orgueil, absolument pas. Je suis capable maintenant d'aller au-delà de ce que je vous disais en 78. Déjà, en 78, j'étais capable, moi, en tant que contacté, en tant que Jean Muguer, de répondre à certaines de vos questions, fussent-elles scientifiques. Maintenant, je puis aller au-delà de toutes ces questions, je puis aller encore loin, bien plus loin, car en fait, il s'est produit une chose d'extraordinaire pour moi, depuis 1978, où j'étais au Québec, et aujourd'hui en 1981. Il s'est produit de très très grandes choses, en ce sens que on m'a mis sous hypnose, et que sous hypnose, j'ai révélé des choses encore plus extraordinaires, beaucoup plus incroyables qu'à l'état conscient, beaucoup plus sensationnelles. Et le phénomène, c'est que lorsque j'ai écouté la bande magnétique de l'hypnose, j'en croyais pas mes oreilles moi-même, d'abord dans un premier temps. Puis je l'ai écouté et réécouté, et cela a déclenché une chose étrange chez moi. C'est-à-dire que tout ce qui était ancré dans mon subconscient est remonté peu à peu en surface jusqu'à mon conscient. Ainsi, non seulement je reçois toujours des extraterrestres avec lesquels je suis en contact, des messages télépathiques, mais c'est qu'encore mieux, j'ai maintenant je dirais, des flashs, des visions télépathiques. Car en fait, dans mon cerveau, comme si passait un film, je vois des scènes, je vois des gens, je vois des paysages, je vois des choses qui n'existent pas sur la planète Terre. Et partant de là, je sais donc désormais que je suis en étroite relation, et même plus encore, mais je ne voudrais pas
trop en parler là maintenant, peut-être, ça choquerait les gens, je crois, avec l'entité Strobe qui est un extraterrestre. Et l'hypnose révèle des choses plus sensationnelles que j'ai révélées moi et que j'ai racontées dans mon premier ouvrage. C'est ça. Dans votre premier ouvrage, on retrouve finalement le contenu de cette séance d'hypnose où vous avez... Mon second ouvrage. Dans votre second ouvrage? Dans mon second ouvrage, il y a le contenu de la séance d'hypnose. Au complet? Au complet, absolument au complet. Tout a été mentionné là-dessus. J'ai recopié textuellement la bande magnétique de l'hypnose, sans enlever quoi que ce soit et sans rajouter rien d'autre. Je crois d'abord que pour situer les extraterrestres, il faudrait dire que la Terre est visitée de plus en plus près et de plus en plus souvent, jusqu'à la phase 3, qui ne va pas tellement tarder, parce que la Terre est devenue un véritable danger dans l'univers. Je dis bien un danger. Et nous mettons donc ici sur Terre les extraterrestres en péril et la paix universelle et l'équilibre universel en péril. Alors évidemment, certains penseront que comment des terriens, des pauvres petits terriens que nous sommes, peuvent mettre en péril les extraterrestres. C'est pas possible, eux qui sont si plus intelligents, plus forts, plus évolués, etc. Eh bien non, chers amis, vous vous trompez. Car en fait, s'il y a des extraterrestres infiniment plus évolués technologiquement parlant que les terriens, ceux qui peuvent nous rendre visite, ceux qui appartiennent donc à la Confédération intergalactique. C'est vrai, ils sont beaucoup plus évolués. Mais il y a d'autres extraterrestres dans l'univers qui ne sont pas plus évolués que les terriens, qui en sont à peu près au même stade que les terriens. Et il y a encore d'autres races extraterrestres dans l'univers qui ne sont même pas encore arrivés à l'âge de Cro-Magnon des terriens. Donc bien moins évolués, infiniment moins évolués que les terriens. Il existe donc plusieurs races d'extraterrestres. Et la Confédération est chargée de maintenir la paix dans tout cet univers. Alors pourquoi s'intéresse-t-elle à la planète Terre? Eh bien, ce n'est pas du tout pour descendre, nous dire aimez-vous les uns dans les autres, les uns les autres, pardon. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est tout simplement pour se protéger et pour nous protéger, afin de maintenir cet équilibre dans l'univers. Pourquoi sommes-nous un danger? Eh bien, tout simplement parce que à chaque fois que l'homme, et là ça rejoint la phase 1, qui a été la phase de surveillance de la Terre, à chaque fois que l'homme a fait de grandes découvertes, il les a toujours utilisées à des fins guerrières, à des fins négatives, à des fins destructrices. Et ça, nul ne peut le nier dans cette salle. Et avant de nous quitter, chers amis, je voudrais tout de même vous lancer un grand message de paix. Strobe vous le lance. Strobe m'autorise à vous le lancer. Si l'un de vos chefs d'État dans le monde était assez fou pour appuyer sur ce que vous appelez le presse-bouton, pour déclencher une guerre nucléaire, déclencher une troisième guerre mondiale qui sera une guerre nucléaire, à la seconde même où ce chef d'État aura appuyé sur ce bouton pour déclencher ces ogives nucléaires, il y aura intervention immédiate à la seconde même dans le monde entier de la Confédération intergalactique. Car jamais les forces universelles ne vous laisseraient faire cette folie. Soyez tranquilles et partez en paix. Il y aura encore des petites guerres un peu partout dans le monde. Il y en aura. On ira faire joujou avec des chars d'assaut, avec des tanks, avec des canons. C'est déjà assez meurtrier comme cela. Mais ce seront toujours des guerres conventionnelles, avec des fusils. Mais dès que l'homme voudra employer les moyens nucléaires, je vous assure que Strobe interviendra immédiatement. Croyez bien que la planète Terre, non seulement est sous bonne surveillance, mais que, par ailleurs, les leviers de commande, les leviers principaux, les leviers de commande de la planète Terre, sont de moins en moins aux mains des terriens. Je dis bien de moins en moins aux mains des terriens. Qu'un chef d'État
essaye d'appuyer sur le bouton et vous verrez dans la seconde qui suivrait ce qui pourrait se passer. Partez donc en paix, il n'y aura pas de guerre nucléaire, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale nucléaire. Soyez tranquilles et merci de votre attention. Merci à tous et bonsoir. En ce sens que c'est monté jusqu'à la présidence de la République. Il faut admettre une chose, c'est qu'il reste très peu de cas de contactés qui parlent au grand jour, ou alors ceux qui ont été reconnus très, très officiellement, comme vous disiez tantôt, sont décédés. Oui, oui, et j'ai le bonheur donc encore d'être vivant. J'ai le bonheur, je ne sais pas si c'est le bonheur d'être vivant, mais j'ai le bonheur d'être vivant en tant que contacté, en tout cas, sinon en tant que, du moins en tant que contacté. Et donc j'ai le bonheur de mon vivant apporter des preuves scientifiques au public. Et ça, je crois que c'est très important. Il y a dans le cas Jean Miguel des preuves irréfutables, et irréfutées d'ailleurs, car en fait, il y a aussi des preuves d'astrophysique. Et ces preuves d'astrophysique ont été découvertes et personne ne peut nier l'évidence. Et en passant, vous n'avez aucune formation d'astrophysique. Ni formation d'astrophysique, ni d'autres formations d'ailleurs, car en fait... Ni même amateur. Ni amateur, ni tout. Je ne me suis jamais intéressé à l'astrophysique, pour la raison bien simple que j'aurais été parfaitement incapable de m'y intéresser. Je n'ai pas une formation qui me permette de m'intéresser à ce genre de choses, auxquelles je ne comprends rien. Alors, quelles sont ces deux preuves? Eh bien, tout d'abord, au cours d'un contact en 1973, car des contacts j'en ai conservé, j'en ai gardé, j'ai des contacts avec les extraterrestres, et en 1973, j'annonçais à la presse internationale, premièrement, deux choses bien distinctes l'une de l'autre. Premièrement, j'annonçais que les extraterrestres ont une base militaire avancée dans notre propre système solaire. Je donnais tous les détails sur cette base, c'est-à-dire détails à savoir où elle se trouve, de quelle grandeur elle est, comment elle navigue dans l'espace, etc. J'ai également dit que cette base est un astéroïde artificiel et non pas naturel. J'ai donc donné un tas de détails là-dessus. Et j'annonçais également à la presse internationale... À quel endroit est-il, cet astéroïde? À quel endroit est-il? Eh bien, j'ai dit que l'astéroïde est un astéroïde de petite dimension, qui gravite en dehors des ceintures d'astéroïdes habituelles, et qui gravite entre deux planètes de notre système solaire, qui sont les planètes Terre et planète Vénus. J'ai également dit une seconde chose que j'avais appris, c'est que notre système solaire ne comporte pas 9 planètes principales, mais 10 planètes principales. Et j'ai annoncé que la 10e planète principale serait incessamment découverte par les terriens. À l'époque, bien sûr, ça a été relaté dans la presse, la radio, la télévision, et cela a réussi à provoquer, je veux dire, un véritable tollé, un tollé général chez les scientifiques et surtout chez les astrophysiciens, qui se sont dit, voilà, maintenant mi-guerre, qui ne parlent plus seulement de la médecine, mais maintenant de l'astrophysique aussi. Et donc ça a soulevé un tollé général, et les astrophysiciens m'ont invité de donner une conférence devant eux pour leur expliquer toutes ces choses. J'ai relevé le défi, j'ai donné une conférence devant 300 cerveaux de la nation. Il n'y avait là que des astrophysiciens, des physiciens, des mathématiciens, des astronomes, des ingénieurs, etc. Et ils se sont bien moqués de moi à l'époque, ils ont bien ri en me disant que c'était de la foutaise et que tout cela n'existait pas. Si ça existait, ils l'auraient découvert depuis longtemps. Et puis ils ont cherché, je ne sais pas s'ils ont cherché ou si c'est le hasard, entre guillemets, qui leur a fait découvrir, mais bien plus tard, et ça a été relaté également par la presse internationale, d'une part, on retrouvait l'astéroïde entre la Terre et Vénus avec toutes les données que j'avais précisées à l'époque, et d'autre part, on découvrait également la 10e planète. Et c'est allé jusqu'aux oreilles d'un astrophysicien québécois qui s'appelle Roger Gagnon, que j'ai reçu dans les débuts de cette série d'ésotérisme expérimental. On va écouter l'opinion d'un astrophysicien du Québec sur les deux preuves d'astrophysique données par Jean Miguel, contacté français. On écoute Roger Gagnon. Assez intéressant et j'ai beaucoup lu sur les ovnis. Je m'intéressais surtout, je faisais comme si c'était vraiment des appareils de propulsion, des véhicules, et je m'intéressais à savoir comment ils fonctionnaient, si c'était une sorte d'énergie qu'on pourrait peut-être un jour utiliser. Ça semblait être magnétique parce que partout où ils avaient atterri, les rails des chemins de fer étaient magnétisés, les poignées de porte étaient magnétisées. Puis, d'ailleurs, j'ai demandé au Dr Hynek, quand il est venu à Terre des Hommes, supposons que c'est vrai que c'est des véhicules, c'est quoi leur mode de propulsion? Et il a refusé ma question. Il a dit, même là, si supposons que c'est des extraterrestres, qu'ils ont un véhicule quelconque, on ne sait pas comment ils se déplacent. Il disait en anglais, they put maybe as much mind stuff in their ils mettent autant de matériel pensé, mind stuff, qu'il disait, qu'on met des transistors dans nos calculatrices.
Alors, s'ils sont quelques milliers d'années en avance sur nous, eh bien, où en sera notre science dans quelques milliers d'années? On ne sait pas. Je fais le calcul. S'ils sont 1% en avance sur nous, comparé aux millions d'années où la vie est apparue sur la Terre, 1% d'un million d'années, ils sont 10 000 ans en avance sur nous. Et l'univers existe à peu près depuis 15 milliards d'années. S'ils sont 1% en avance sur nous par rapport à l'âge de l'univers, bien, 1% de 15 milliards d'années, c'est 150 millions d'années. Où est-ce qu'on va être dans 150 millions? Il y a 150 millions d'années, c'était les dinosaures qui étaient sur Terre. C'est peut-être tout ça qui vous fait dire, vous-même, en tant que formation très scientifique, qu'il y a encore des possibilités réelles, plus que des possibilités. Dès qu'on parle d'une autre civilisation extra-système solaire, on ne sait pas où ils en sont. Il y a tout ce qui est possible. Oui. On sait très bien que notre science avance tellement vite. On voit actuellement là, sur notre écran de télévision ici là, un autre cas. Puis ça, je vais vous en parler rapidement. Là. Il s'agit d'un cas français, c'est Jean Miguer, qui lui a prétendu, ou dit toujours, avoir eu un contact avec des extraterrestres, qui lui ont révélé deux choses, puis ça va vous toucher une des deux de très près. Qu'il y a une 10e planète dans le système solaire. Et oui? La 10e planète du système solaire, il nous dit, c'est Cowell qui l'a découvert. L'objet qui a été découvert par Cowell. Par Cowell. Vous savez de quoi il s'agit? Oui. C'est un gros astéroïde qui n'est pas à l'endroit où on devrait trouver un astéroïde. Mais les astéroïdes sont tellement variés, tellement nombreux. On en connaît à peu près 3 ou 4 000, je crois. Est-il au-delà de Pluton? Il n'est pas au-delà de Pluton. Il est entre Saturne et Uranus, je crois. Et c'est loin d'être une planète. C'est un astéroïde qui est drôlement placé. Il y a beaucoup d'astéroïdes qui ont des orbites curieuses. Alors lui, il a une orbite encore plus curieuse. Puis, ça a été... Cowell, il semble avoir le sens de la publicité. Il a dit qu'il avait découvert une 10e planète, mais quand on voit sa grosseur, c'est un astéroïde. C'est ça, oui. C'est un peu plus petit même que la Lune. Oui, lui est plus petit que la Lune. Ah, oui, oui. Ah bon? Alors, vraiment, il ne serait même pas visible dans un télescope d'amateur. Du moins, je ne crois pas. Sa magnitude doit être très faible. Alors, c'est pas par le fait que quelqu'un dit qu'il a vu une 10e planète ou qu'il s'est fait dire par un extraterrestre qu'il y avait une 10e planète. Il dit, vous voyez, il y a une 10e planète. C'est pas ça. Ouais, pas du tout. Là, on découvre, on dit un jour que c'est peut-être une planète, mais dans le fond, c'est trop petit pour en être. Si on dit que c'est une planète, il y a des astéroïdes qui sont des planètes, alors il y aurait une centaine de planètes dans le système solaire. Et ça dépend la couche d'astéroïdes est remplie de ça. Elle fait une orbite de planète. Elle occupe l'orbite où il devrait y avoir une planète. Alors, on dit que tous les astéroïdes ensemble semblent être peut-être les débris d'une planète qui a explosé. Mais la somme de toutes les masses de ces astéroïdes ne nous donnerait même pas un dixième de la masse de la Terre. Même pas la masse de la Lune, peut-être. Alors, ils sont vraiment petits. Alors qu'on ne vienne pas dire que c'est ça. Il y a une autre révélation qui avait été faite à Jean Miguer, qu'on voit toujours, qui est l'astéroïde qui se déplace en dehors de tout circuit d'astéroïdes entre la Terre et Vénus. Il semblerait très gros, qui a été observé pendant un certain temps. Il y a un astéroïde, je crois, qui est entièrement à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Alors, qui a une orbite plus petite que l'orbite de la Terre. Je ne me souviens plus son nom, mais très gros, quelques dizaines de kilomètres de large. Et qui se déplacerait de façon anormale. Anormale? Ouais. Ah, il a une orbite qui n'est pas dans le plan du système solaire, mais ça, c'est courant pour les astéroïdes. C'est courant pour les astéroïdes d'avoir des orbites un petit peu obliques par rapport au système solaire. Eh bien, ma réaction est très bonne. J'ai noté 2 ou 3 choses très, très, très intéressantes. En ce sens que l'astrophysicien vient de nous dire, et nous l'avons vu et entendu, que ses confrères, et entre autres Cowell, a découvert quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'avait rien à faire entre Saturne et Uranus. Bon. Cette chose, il l'appelle un astéroïde. Il a également reconnu que les astrophysiciens avaient découvert quelque chose entre la Terre et Vénus. Or, j'ai parlé moi-même de ces choses-là. Que je les appelle planètes ou que je les appelle astéroïdes, cela n'a pas d'importance. En fait, ce qui a de l'importance, c'est que ça a été vraiment découvert. On les appelle comme on voudra. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne connais pas les noms. Je me suis exprimé comme je pouvais m'exprimer. Maintenant qu'ils disent qu'entre Saturne et Uranus, ça n'est pas une 10e planète, mais c'est un astéroïde, je veux bien accepter le terme d'astéroïde. Je ne suis pas qualifié pour dire si oui ou non. Ce qui est important, c'est qu'on les a découverts. Enfin, j'ai également écouté avec beaucoup d'attention cet astrophysicien qui a dit que j'avais repris, pour mon propre compte, peut-être entre guillemets pour ma publicité personnelle, cette découverte qui avait été faite par Charles Cowell. Eh bien, je ferai remarquer simplement aux téléspectateurs, et je leur expliquerai dans mes conférences avec toutes les preuves à l'appui, que j'ai parlé de ces choses-là 4 ans avant qu'elles ne soient découvertes.
Donc je n'ai pas repris une information pour mon compte, mais au contraire, c'est moi qui ai donné ces informations aux astrophysiciens 4 ans avant qu'ils ne les découvrent. Mais vous comprenez bien qu'il faut d'abord qu'eux vérifient la chose. Absolument. Donc on ne vient pas dire que j'ai repris ces découvertes pour ma publicité. J'en regrette infiniment, c'est moi qui l'aurais annoncé. On continue avec quelques diapositives rapidement pour voir un peu tout l'événement de Jean Miguel qui s'était terminé finalement à New York. Je vous avais conduit entre les mains de Andrea Poaric, qui est lui-même un savant qui est en rapport avec les cas intéressants de parapsychologie comme celui de Yuri Geller. On vous voit ici sur le haut des Twin Towers, les tours jumelles de New York, où avec une petite caméra Super 8 sonore, vous aviez expliqué un peu qu'à New York, vous aviez vu la fameuse Statue de Liberté, très petite, mais pourtant elle signifie tant cette liberté, que d'ailleurs la Statue de Liberté a été un cadeau donné par la France aux Américains. Et voici ce petit Jean Miguel à travers les grands édifices de New York. Ensuite, ce fut la course effrénée à travers les rues de New York pour se rendre au rendez-vous avec Andrea Poaric, qu'on voit ici, et mon petit garçon qui est à côté, habillé en blanc, là, et une traductrice qui vous traduisait, elle, entre le français et l'anglais, parce que Andrea Poaric, parle-t-il français difficilement? Non, très difficilement. C'est ça. Juste bonjour, un truc comme ça. Non. Oui. Et ce fut là que je vous ai laissé, finalement. Je pense qu'à la suite de ça, vous avez vécu quelque chose d'intéressant. Eh bien oui, à la suite de cela, j'ai fait beaucoup de chemin, en ce sens que les tests que j'ai passés avec André Poaric m'ont tous été positifs, et que je suis revenu en France avec, entre guillemets, les honneurs américains, si je puis dire. Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre second livre. J'en ai parlé, et puis enfin, en France, les Français, du moins certains, m'ont rendu l'hommage que le contacté Jean Miguel, je dis bien pas l'homme, mais le contacté Jean Miguel méritait, car en fait, avec toutes les preuves scientifiques que j'avais apportées, et à travers tous les tests auxquels j'avais été soumis, eh bien, on devait rendre à César ce qui appartient à César, et reconnaître que le cas Jean Miguel est un cas qui rentre dans l'histoire de l'ufologie. Le cas Jean Miguel. On retourne à quelques diapos pour voir que ce cas, évidemment, vous l'avez intitulé dans votre premier livre, J'ai été le cobaye des extraterrestres, et sur la couverture du livre, on voit effectivement l'événement. Le deuxième livre que vous avez intitulé Face aux scientifiques, puis là, je pensais que vous l'auriez intitulé J'ai été le cobaye des extraterrestres et cobaye des scientifiques. Oui, car en fait, après avoir été, en tant que terrien, tout à fait involontairement le cobaye des extraterrestres, je dois dire que par la suite, j'ai été tout à fait volontairement cette fois le cobaye des scientifiques. Car en fait, comme je n'avais rien à cacher et que les scientifiques m'ont demandé de me soumettre à des tests, j'ai accepté. On voyait sur la diapositive les marques laissées par cet accident lorsque l'ambulance est venue frapper un véhicule qui venait juste en face de vous. Et à ce niveau-là, est-ce que vous pourriez, ici dans le salon, nous rappeler en gros l'événement? Eh bien, ce n'est pas l'ambulance qui est allée frapper un véhicule. D'abord, mettons les choses au point, c'est le véhicule qui est venu frapper l'ambulance, ce qui est différent. Le résultat est le même, certes. Oui, parce que les deux étaient en mouvement. Voilà, c'est cela. Eh bien, l'événement, très rapidement, je le survole, car en fait, à un peu plus de... J'étais parti de Perpignan, et je rejoignais Rouen, donc environ 1300 km. Et il se trouve que le 11 août 1969, je me trouvais à une trentaine de kilomètres de l'arrivée de Rouen. J'étais à peu près une trentaine de kilomètres. Il était un peu plus de 5 heures du matin lorsque j'ai aperçu dans le ciel ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un ovni. Et après l'observation de cet ovni dans le ciel, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie, dans mon cerveau, des mots qui littéralement s'imprimaient. Je n'ai rien entendu, j'ai simplement ressenti ces mots s'imprimer, des mots qui voulaient me dire, je mets ce terme entre guillemets, de ne pas avoir peur, de ne rien craindre, que tout ce qui allait se passer allait être fictif, que je n'allais pas souffrir. J'ai cru bien sûr que c'était mon imagination, et j'ai continué à rouler. Je roulais à 150 km/h, je ne sais pas en mille. 80 000 à l'heure. 80 000, 90 000. 75, 80 000 à l'heure. 80 000 à l'heure, bon. Je ne connais pas la traduction. Je roulais donc à 150 km/h et j'ai aperçu en face de moi un véhicule qui semblait tout à fait désorienté, qui me fonçait dessus, comme on le voit d'ailleurs sur la diapositive. Et après avoir effectué 3 manœuvres pour tenter d'éviter ce véhicule qui se jetait sur moi littéralement, alors que l'OVNI était resté au-dessus, en stagnation entre les deux véhicules,
eh bien, à ce moment-là, le véhicule d'en face, comme on le voit sur la diapositive, est venu me heurter de plein front, de plein fouet, et la gendarmerie nationale a déterminé le point d'impact à plus de 300 km/h, en additionnant bien sûr la vitesse des deux véhicules. Est-ce que vous aviez vu des manifestations quelconques sur les cadrans de l'ambulance que vous conduisiez, tout ça? Oui, en fait, je l'avais déjà expliqué ici en 1978, les 3 manœuvres que j'ai effectuées, pendant ce temps, vous savez, lorsqu'on conduit rapidement, on a un coup d'œil très rapide, un réflexe rapide, plus ou moins, et j'avais pu observer que les cadrans de mon véhicule étaient absolument affolés. Aussi bien l'aiguille du compteur du tachymètre que l'aiguille de l'huile, de l'eau, etc. Toutes les aiguilles étaient affolées au tableau de bord. C'est une chose tout à fait anormale, en ce sens que mon véhicule n'avait que 3 mois d'existence, il était neuf, et il était à peine rouge. Que est apparu à mes côtés, s'est matérialisé à mes côtés, un être qui pouvait ressembler à un être humain, sinon la couleur de sa peau qui était différente de la nôtre et que je n'arrive pas à retrouver dans la gamme des couleurs terriennes connues, ses yeux qui étaient froids et obliques, ses arcades sourcilières qui m'ont semblé ressembler à de larges cicatrices, ses pommettes étaient très saillantes, très en dehors, les joues rentrées, le visage triangulaire, le front très haut. Donc l'aspect physique était quelque peu différent. Mais l'ensemble était bien une vie comme nous connaissons nous, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, un nez, une bouche. Comme... Parce que des gens vont dire probablement qu'avec un accident aussi terrible, tu étais déjà dans l'inconscient. Absolument pas. Je suis resté conscient. D'ailleurs, les journalistes l'ont bien mis dans le journal le lendemain, que durant les 3h20 de mon sauvetage, je suis resté affreusement conscient. Et donc, cet être, j'étais donc bien conscient. Parce et cet être, je n'ai... avec les sauveteurs, je communiquais, je parlais avec eux, je leur disais comment me sortir de là. Enfin, eux faisaient leur travail et moi, comme je suis aussi secouriste de la protection civile et ambulancier, je donnais aussi mon avis pour me sortir de là. Et les sauveteurs sont arrivés bien après. Les sauveteurs, non, sont arrivés dans les 4-5 minutes qui ont suivi l'accident. Et mon contact a eu lieu tout de suite après l'accident, simultanément. Dès que mon véhicule a été immobilisé sur le bas-côté de la route, l'être est apparu tout de suite à mes côtés. Mon frère a été éjecté, l'être est apparu à mes côtés. Et il a sorti d'une sacoche qu'il portait sur son avant gauche, sur son avant droit, pardon, il a sorti de sa main gauche un petit disque blanc, très lumineux, gros comme une balle de ping-pong, qu'il m'a appuyé, et plat, comme un disque, qu'il m'a appuyé sur la nuque, et il m'a transmis cérébralement toujours par télépathie, qu'il me régénérait, qu'il me redimensionnait selon un procédé qui n'était pas encore connu sur ma planète. Alors évidemment, c'est très étrange, et lorsque j'ai voulu en parler, j'ai eu peur, car j'avais autour de moi des médecins, des infirmières, et même mon épouse, ma femme, qui est infirmière et qui est assistante en chirurgie. Et puis j'ai attendu, et le contact, un an après, s'est répété, sous la forme du petit disque lumineux qui est venu dans ma chambre, et qui donc m'a transmis certaines choses cérébralement. J'ai eu donc des questions, j'ai pu poser des questions, j'ai eu des réponses grâce à l'intermédiaire de ce petit disque lumineux, et c'est ainsi que s'était établi entre ce disque et moi-même un véritable dialogue. Et j'ai pu, par la suite, Dieu merci, apporter des preuves scientifiques, apporter des éléments de valeur scientifique, car d'une part, sur le plan médical, tous les médecins experts qu'on a pu convoquer, que la télévision française a pu convoquer pour se prononcer au nom du corps médical, n'a pas pu me démentir, n'a pas pu démontrer que j'étais vivant à cause de la science, d'une part. Donc c'était là déjà une preuve scientifique du côté médical. Et par la suite, j'ai pu aussi apporter des éléments d'appréciation, des preuves scientifiques, mais alors cette fois d'astrophysique. C'est beaucoup plus important. Mais quand tu fais ton propre diagnostic de la tête aux pieds, je pense que ta personne était complètement... Oui, je peux le faire brièvement si vous voulez. Eh bien, c'est simple, j'étais complètement broyé dans ce véhicule. J'ai eu, entre autres choses, j'ai eu le pied gauche, le scaphoïde, le pied gauche complètement broyé, raccourci de 2 cm sur sa longueur, et donc complètement broyé. J'ai eu le... Bon, l'accident s'est produit, vous avez été brisé de partout, de toutes parts, les os cassés. Et j'ai répété à peu près à chaque émission que j'ai parlé du cas Jean-Miguel que vous étiez le type qui avait eu le foie éclaté, la rate éclatée, la vésicule biliaire éclatée. C'est cela. C'est bien cela. Entre autres choses, oui. Et il faut dire aussi qu'on a retrouvé 3 côtes arrière qui avaient perforé le poumon gauche, qui se baladaient dans le poumon gauche, donc 3 côtes brisées, et rentrées dans le poumon gauche. Et les médecins devant tout ça? Eh bien, comme c'est pas normal, vous êtes vivant. Au total, 18 interventions chirurgicales. J'ai été déclaré très officiellement par 3 fois de suite, à des époques successives.
J'ai été déclaré 3 fois décédé, bien sûr, car j'ai présenté par 3 fois des décès cliniques. Au cours de mon second décès clinique, d'ailleurs, mon cerveau ne présentait plus aucun, sur l'électroencéphalogramme, était devenu plat. Il y a eu un arrêt cardiaque, le cœur s'est donc arrêté de battre et l'électrocardiogramme, le cardiodigite exactement, est devenu plat également. Et je suis resté comme cela pendant 4 à 5 minutes. Mais qu'est-ce que les médecins décédé, disent vraiment décédé. Mais qu'est-ce que les Eh médecins bien, les leur médecins, disent? cela dépasse leur entendement. D'ailleurs, lorsque... Un miracle de la Sainte Vierge? Eh bien, les médecins ne peuvent pas comprendre cela. D'ailleurs, j'ai été opposé à des médecins, ou des médecins ont été opposés à moi, en ce sens que un médecin expert a été demandé par la radio nationale en France, France Inter, et il a été interviewé au sujet du cas Jean Miguel, médicalement parlant, et à la fin, alors qu'il était délégué par le corps médical français, à la fin, il a dit qu'il ne comprenait pas que le cas Jean Miguel ne relevait pas de la science terrienne et traditionnelle bien connue. Il leur restait Donc, deux possibilités. il a capitulé devant l'événement. Ensuite, la télévision française, sur une de ses chaînes, car nous en avons 3 en France, la télévision française m'a demandé de venir à une émission où elle m'a opposé 5 médecins délégués par le corps médical. Et les 5 médecins n'ont pas pu trouver d'explication rationnelle et s'en sont remis au miracle. Au miracle, ben, Voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il leur reste 2 possibilités. Ou c'est le miracle Voilà. divin, ou alors c'est c'est l'intervention des extraterrestres, comme vous le dites. Exactement. Et je pense que c'est peut-être plus palpable, plus proche aussi de la réalité, cette intervention des extraterrestres. Maintenant, Ils ont reconnu que je ne relevais pas d'une médecine terrienne et traditionnelle bien connue. D'ailleurs, je dois dire que physiologiquement parlant, je dis bien physiologiquement parlant, je suis différent du commun des mortels. Je suis différent, je ne réagis pas comme un autre terrien. parce que pour être encore vivant avec le foie éclaté, la rate éclatée, la vésicule biliaire éclatée, je pense que... Bien sûr, et non seulement cela, mais même dans d'autres circonstances, je ne réponds plus physiologiquement aux normes terriennes. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un rendez-vous toutes les semaines. Soyez là, nous y sommes, évidemment, avec Ésotérisme expérimental. Merci, Jean-Miguel. Merci, Richard.